Comprenez-vous ce que signifie vivre un moment où l'ancien et le moderne se rencontrent, où les prophéties millénaires cessent d'être de simples textes pour devenir réalité tangible? Je suis Gigi Benitez, journaliste d'investigation, chercheur de vérité cachée, et pendant plus de 50 années, j'ai parcouru ce monde, plus de 100 pays, écrit 60 ouvrages en quête de réponses aux questions que l'humanité se pose depuis toujours. Mais jamais, jamais, je n'avais ressenti ce que j'ai éprouvé le 3 novembre 2025. Je vous préviens, dès maintenant, ce que je m'apprête à vous dévoiler va au-delà de toute spéculation théologique que vous avez pu entendre. Les révélations que je vais partager avec vous ne sont pas des interprétations forcées des textes anciens, non, ce sont des faits vérifiables, des documents officiels, des annonces gouvernementales qui résonnent comme l'écho parfait des paroles écrites il y a 2 millénaires sur l'île de Patmos. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé pour moi. C'était en septembre dernier, j'étais à Paris, dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, consultant des manuscrits médiévaux pour mes recherches sur les prophéties européennes. Il y avait cette atmosphère particulière que seuls les vieux bâtiments chargés d'histoire possèdent. Vous voyez cette odeur de papier ancien mélangée à quelque chose d'indéfinissable. Peut être le poids du savoir accumulé pendant des siècles. Un archiviste, M. Dubois, homme d'une soixantaine d'années, avec ses lunettes épaisses caractéristiques des érudits qui ont passé leur vie entière penchés sur des textes, s'est approché de moi. M. Benitez m'a, il dit avec cet accent français si particulier, il y a un manuscrit du XIVe siècle que vous devriez examiner. C'est un commentaire sur l'Apocalypse de Jean, écrit par un moine cistercien nommé frère Guillaume II. J'ai ouvert le manuscrit avec précaution, ces gestes délicats qu'exige le contact avec des documents si fragiles, si précieux. Et là, à la page 23, j'ai lu quelque chose qui m'a glacé le sang, littéralement glacé. Frère Guillaume avait écrit en latin médiéval « Quand les royaumes du Nord créeront des sceaux sur les hommes, quand nul ne pourra commercer sans la marque du pouvoir, alors sachez que les temps sont proches. Des sceaux sur les hommes, la marque du pouvoir nécessaire pour commercer », écrit en 1342. Comment ce moine du Moyen-Âge pouvait-il décrire avec une telle précision ce qui allait se passer 683 ans plus tard? Mais continuons, parce que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Quelques semaines après cette découverte parisienne, je me trouvais au Mexique, à Mexico City précisément, pour observer un phénomène céleste que les astronomes du monde entier attendaient avec une fascination mêlée d'inquiétude. Une superlune était annoncée pour le 20 et en octobre, mais pas n'importe quelle superlune. Non, une lune qui, selon les calculs préliminaires, allait présenter des caractéristiques absolument exceptionnelles. Cette nuit-là, j'étais sur la terrasse de l'hôtel Majestic, en compagnie de 3 astrophysiciens mexicains, le docteur Hernandez, la docteur Reyes et le professeur Castellanos. Nous avions installé des télescopes, des caméras haute résolution, des instruments de mesure spectroscopique. L'atmosphère était chargée d'anticipation, vous comprenez? Cette tension qui précède les grands moments de découverte, et puis elle est apparue, mon Dieu, elle est apparue. La lune s'élevait derrière les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl, mais ce n'était pas la lune argentée que nous connaissons tous. C'était une sphère massive, immense, d'un rouge profond, presque pourpre, comme si elle avait été trempée dans du sang. Le docteur Hernandez, homme de sciences rationnelles s'il en est, a murmuré quelque chose en espagnol que je n'oublierai jamais. Esto no debería ser posible según nuestros modelos. Cela ne devrait pas être possible selon nos modèles. Voilà ce qu'a dit un scientifique face à ce phénomène. Parce que voyez-vous, cette superlune rouge n'était pas visible seulement au Mexique, non. Elle apparaissait simultanément dans plus de 30 pays à travers le monde, dans différents fuseaux horaires, ce qui défie complètement la logique astronomique conventionnelle. J'ai immédiatement contacté des collègues à Madrid, à Buenos Aires, à Rome, à Istanbul. Tous, absolument tous, observaient exactement la même chose au même moment, une lune énorme et rouge sang. Et immédiatement, les paroles du prophète Joël me sont revenues à l'esprit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. 13 jours après cette superlune extraordinaire, le 3 novembre 2025, pendant que j'ai compilé mes notes et mes observations à Mexico, mon téléphone a sonné. C'était un ancien camarade, un journaliste britannique avec qui j'avais travaillé pendant mes enquêtes sur les phénomènes inexpliqués en Écosse dans les années 90. Gigi, sa voix tremblait légèrement, allume immédiatement la télévision. Le gouvernement britannique est en train d'annoncer quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va te bouleverser. J'ai cherché la chaîne d'information en direct et là, sur l'écran, j'ai vu la secrétaire d'État à l'intérieur, Yvette Cooper, le ministre du numérique, Peter Kyle, debout devant une rangée de drapeaux britanniques, annonçant ce qu'ils appellent la Brit Card. Écoutez attentivement chaque mot de leur description officielle parce que chaque terme compte. Chaque phrase porte un poids prophétique considérable. La Brit Card est une identité numérique gratuite émise par le gouvernement, destinée à devenir obligatoire pour tous les citoyens britanniques et résidents légaux dans les 10 à 8 à 24 prochains mois. La BritCard servira de pierre angulaire à une infrastructure d'identité nationale unifiée, intégrant des systèmes précédemment fragmentés, numéro NHS, permis de conduire, identifiants fiscaux, dans un profil numérique unique lié biométriquement. Relisez cette dernière partie. Un profil numérique unique lié biométriquement. Votre existence entière, votre identité complète, connectée à vos données biologiques, gérée par l'État, bientôt obligatoire. Ils ne disent pas « nous créons un système de contrôle totalitaire », bien sûr que non. Ils disent « nous rendons votre vie plus pratique, plus sûre, plus efficace ».
Permettez-moi de décomposer ce système pour vous parce que c'est dans les détails, dans les caractéristiques techniques, que se révèle la véritable nature de ce qui est en train d'être construit. Première caractéristique, et celle-ci est absolument fondamentale, l'inscription biométrique obligatoire. Pour obtenir votre BritCard, vous devez vous soumettre à un scan complet de reconnaissance faciale et à un relevé d'empreinte digitale. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Vous vous rendez physiquement dans un bureau de poste où des techniciens vont scanner votre visage sous tous les angles possibles, créant une carte tridimensionnelle précise de vos traits faciaux, de la distance entre vos yeux, de la forme de votre nez, de la structure de vos pommettes. Ensuite, vos empreintes digitales, chaque ligne, chaque tourbillon, chaque marque unique qui vous identifie biologiquement. Tout cela capturé, numérisé, stocké dans une base de données gouvernementale massive. Maintenant, réfléchissez en instant à la description biblique que nous allons examiner en profondeur dans les parties suivantes. Une marque sur la main droite ou sur le front. La main et le front, exactement les deux zones biométriques exigées par ce système. Coïncidence? Continuez à écouter avant de juger. Deuxième caractéristique, la centralisation absolue des données. Toutes ces informations biométriques, toutes vos données personnelles, votre identité numérique complète seront stockées dans ce qu'ils appellent le Registre national d'identité version 2, le NIR2. Et ceci est historiquement significatif, véritablement significatif, parce que le Royaume-Uni a déjà tenté d'implémenter un système similaire auparavant. En 2006, sous le gouvernement de Tony Blair, ils ont essayé de créer des cartes d'identité nationale avec une base de données centrale. Il y a eu une opposition massive des manifestations des groupes de défense des libertés civiles qui ont protesté avec véhémence, et le projet a finalement été abandonné en 2010. Alors pourquoi réessayer maintenant? Pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, la réponse officielle, la technologie s'est améliorée, la sécurité est meilleure, les menaces sont plus grandes. Mais voici ce qui est réellement différent cette fois. L'infrastructure numérique existe maintenant, les systèmes sont en place, l'intégration bancaire est prête, et surtout, ils ont appris à mieux commercialiser l'idée, à la rendre acceptable, désirable même. Troisième caractéristique du système BritCard, et c'est ici que nous commençons à voir émerger les contours d'un mécanisme de contrôle véritablement inquiétant. L'intégration obligatoire avec chaque aspect essentiel de votre existence. Comprenez bien ceci, la BritCard n'est pas simplement une carte d'identité que vous gardez dans votre portefeuille comme un permis de conduire ou une carte de crédit. Non, c'est un système qui s'entrelace avec chaque fonction vitale de votre vie quotidienne. Pour les opérations bancaires, vous aurez besoin de la BritCard pour ouvrir un compte, pour obtenir un prêt hypothécaire, pour effectuer des transactions importantes en espèces. Pour les services de santé NHS, votre dossier médical complet, vos prescriptions, vos traitements, vos antécédents médicaux, tout sera connecté à votre BritCard. Pour les voyages, toutes les portes électroniques dans les aéroports, les gares, les systèmes de transport public nécessiteront la vérification de votre BritCard. Pour l'emploi et les prestations sociales, vous ne pourrez pas travailler légalement ni recevoir d'aide gouvernementale sans ce système. Chaque service essentiel, chaque fonction nécessaire à la survie dans une société moderne, tout analysé à travers ces points de contrôle uniques, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un single point of failure, un point de défaillance unique, sauf qu'ici, ce n'est pas une défaillance accidentelle, mais un contrôle intentionnel. Laissez-moi vous raconter une expérience qui m'a aidé à comprendre l'ampleur de ce qui se prépare. Il y a 6 ans, en 2019, j'étais en Chine, à Shenzhen précisément, cette ville futuriste qui sert de laboratoire pour les technologies de surveillance et de contrôle social. J'ai enquêté sur le système de crédit social chinois, ce mécanisme par lequel le gouvernement évalue et note chaque citoyen en fonction de son comportement. Un après-midi, j'ai rencontré un homme, appelons-le Wei pour protéger son identité, qui avait été banni du système de crédit social pour avoir critiqué le gouvernement sur les réseaux sociaux. Monsieur Benité, m'a-t-il dit dans un café discret loin des caméras de surveillance, vous devez comprendre ce que signifie vraiment être exclu du système. Je ne peux pas acheter des billets de train, je ne peux pas réserver d'hôtel, mes enfants ont été réfugiés dans certaines écoles, je ne peux pas obtenir de prêts bancaires. Je suis invisible, un fantôme dans ma propre société. À l'époque, je pensais que c'était un cauchemar dystopique unique à la Chine autoritaire. Mais maintenant, je vois le même modèle se déployer en Occident, déguisé sous des termes comme sécurité, efficacité, modernisation. La BritCard est essentiellement la version britannique du système chinois, peut être pas encore aussi explicitement punitif, mais avec exactement la même infrastructure de contrôle. Quatrième caractéristique, le calendrier d'implémentation progressive. Et c'est ici, précisément ici, que la stratégie psychologique devient évidente, presque transparente, pour quiconque étudie les méthodes de manipulation sociale. Ils ne vont pas imposer ces systèmes brutalement du jour au lendemain, non. Ils utilisent ce qu'on appelle la technique de la grenouille bouillie. Vous connaissez cette expérience, n'est-ce pas? Si vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute immédiatement pour s'échapper, mais si vous la mettez dans l'eau froide et que vous augmentez progressivement la température, elle reste là jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est exactement la stratégie employée ici. Phase 1, 2026. Rendre le système volontaire et attractif. La BritCard sera présentée comme une option pratique pour ceux qui veulent des services plus rapides, un accès facilité, moins de bureaucratie. Vous n'êtes pas obligé de l'obtenir, mais regardez comme votre vie serait plus simple avec elle. Ils offriront des incitations, traitement prioritaire dans les aéroports, réduction sur certains services gouvernementaux, accès anticipé à des programmes publics.
C'est la phase de conditionnement psychologique, créer des adopteurs précoces qui deviendront les ambassadeurs involontaires du système, faire en sorte que les gens qui refusent commencent à se sentir dépassés à la traîne, pas assez moderne. Phase 2, 2027, premier trimestre, créer des frictions pour les non-participants. Techniquement, vous pouvez toujours fonctionner sans bridge card, mais vous ne pouvez plus ouvrir de nouveaux comptes bancaires, obtenir des prêts hypothécaires, effectuer facilement de grandes transactions. C'est toujours volontaire, mais de moins en moins pratique de refuser. C'est la phase de pression sociale et administrative. Et chaque interaction sans le système devient plus lente, plus compliquée, plus suspecte. Les employés gouvernementaux commencent à poser des questions. Pourquoi n'avez-vous pas encore votre bridge card? Y a-t-il un problème? Que cachez-vous? Phase 3, 2028, rendre le système absolument obligatoire. Maintenant, c'est requis, c'est la loi. Pas de bridge card signifie pas d'accès à rien, mais nous vous avons donné des ans pour vous adapter, pour vous préparer. C'est pour votre sécurité, pour notre sécurité collective, pour le bien commun. Le piège se referme complètement. Vous êtes soit dans le système, soit exclu de la société. Et à ce moment-là, la résistance devient presque impossible sans conséquences dévastatrices sur votre capacité à survivre. Mais il y a une cinquième caractéristique, dont on parle très peu, qu'on trouve cachée dans les spécifications techniques, dans les documents que j'ai obtenus grâce à mes sources à l'intérieur du ministère britannique du numérique. Le suivi en temps réel, les métadonnées de localisation seront enregistrées chaque fois que la bridge card est utilisée. Chaque fois, sans exception. Imaginez le tableau complet. Ils savent où vous êtes. Chaque fois que vous utilisez les transports publics, chaque fois que vous entrez dans un bâtiment gouvernemental, chaque fois que vous effectuez une transaction bancaire, chaque fois que vous accédez aux services de santé. Un enregistrement complet, minute par minute, de vos mouvements, de vos habitudes, de vos patterns comportementaux. Et voici ce qui m'a vraiment fait froid dans le dos quand j'ai découvert cette information. J'ai obtenu, à travers des canaux que je ne peux pas révéler pour protéger mes sources, un document interne daté d'octobre 2025 de la Banque d'Angleterre. Ce document confirme explicitement que les portefeuilles de livres sterling numériques, lorsque la monnaie numérique de la Banque centrale sera pleinement implémentée, nécessiteront une vérification bridge card pour toute transaction. Permettez-moi de connecter ces points pour vous, parce que c'est absolument crucial. Le Royaume-Uni développe un livre numérique, une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie programmable qui peut être suivie, contrôlée, restreinte et désactivée à distance. Et l'accès à cette monnaie numérique nécessitera la bridge card. Donc nous avons une identité numérique biométrique obligatoire, la bridge card, une monnaie numérique qui nécessite cette identité pour être accessible, la livre numérique, une société sans argent liquide accélérée par les réglementations de paiement, un calendrier de 2027 à 2028 pour l'implémentation complète. Ce n'est pas simplement une infrastructure pour une future marque prophétique, c'est le système complet de contrôle économique que le livre de l'Apocalypse décrit, construit et prêt à être déployé. Et si vous n'êtes pas encore préoccupé, si vous pensez encore peu être que c'est juste une gouvernance pratique, laissez-moi vous montrer comment ce système correspond exactement, mot pour mot, aux prophéties écrites il y a presque 2000 ans, parce que ce qui me trouble le plus, ce qui m'empêche de dormir depuis que j'ai commencé cette investigation, ce n'est pas seulement que ce système existe maintenant, c'est qu'il correspond avec une précision terrifiante à des textes anciens écrits par des hommes qui n'avaient aucune connaissance de la technologie numérique, de la biométrie, des bases de données centralisées. Comment l'apôtre Jean, exilé sur une île grecque au 1er siècle, pouvait-il décrire avec une telle exactitude un système qui ne deviendrait technologiquement possible que 2000 ans plus tard? C'est la question qui devrait nous hanter, tous. Ouvrons maintenant le livre de l'Apocalypse, ce texte extraordinaire écrit par Jean de Patmos vers l'année 95 de notre ère, pendant son exil forcé sous le règne de l'empereur Domitien. Chapitre 13, versets 16 à 10 à 8. Je vais lire lentement, parce que chaque mot compte, chaque phrase résonne avec ce que nous venons de décrire. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Maintenant, permettez-moi de déconstruire ces passages avec vous, phrase par phrase, en gardant à l'esprit ce que nous savons de la bridge card. Commençons par el fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Jean insiste sur l'universalité absolue du système. Personne n'échappe, quel que soit votre statut social, votre richesse, votre position, tout le monde est soumis à la même exigence. Et c'est exactement ce que nous voyons avec bridge card. Le gouvernement britannique a explicitement déclaré que d'ici 2028, tous les citoyens et résidents légaux doivent avoir la bridge card, pas d'exception pour les riches qui pourraient se permettre des alternatives, pas d'exception pour les puissants qui pourraient utiliser leur influence, pas d'exception pour personne. Participation universelle obligatoire, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà les deux emplacements spécifiques. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de ce que cela signifiait exactement. Une marque littérale, un tatouage, un implant sous-cutané, et remarquez maintenant, la bridge card nécessite un scan d'empreinte digitale, la main, et un scan de reconnaissance faciale, le front, le visage.
Les deux emplacements précis mentionnés dans la prophétie correspondent exactement aux deux types de données biométriques exigés par le système. Est-ce que Jean voyait littéralement des scanners biométriques? Probablement pas avec cette terminologie moderne, mais il décrivait ce qu'il voyait dans sa vision avec les mots disponibles dans son contexte du 1er siècle. J'ai une théorie sur cela. Une théorie que j'ai développée après avoir passé des années à étudier les visions prophétiques. Quand quelqu'un reçoit une vision du futur, il ne voit pas des concepts abstraits, il voit des images, des scènes, des événements, mais ils doivent ensuite traduire ces images en utilisant le vocabulaire et les références culturelles de leur propre époque. Donc quand Jean voit des gens approchant des dispositifs qui scannent leur visage et leurs mains pour vérifier leur identité avant de pouvoir effectuer des transactions commerciales, comment décrit-il cela à son scribe Prochorus? Il dit qu'ils reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est la meilleure approximation qu'il peut faire avec son cadre de référence du 1er siècle, et que personne ne peut acheter ni vendre sans savoir la marque. Voici le but du système. Contrôle économique total, exclusion financière complète pour quiconque refuse. Si vous ne pouvez pas acheter de nourriture, vous mourrez de faim. Si vous ne pouvez pas payer des loyers, vous êtes sans abri. Si vous ne pouvez pas accéder à l'argent, vous êtes complètement dépendant de ceux qui ont la marque. Et c'est précisément, exactement, ce que la Bridcard créera d'ici 2028. Refuser la Bridcard signifiera l'impossibilité de travailler légalement, d'accéder aux comptes bancaires, de recevoir des prestations gouvernementales, d'effectuer des transactions commerciales, exclusion économique totale, exactement comme décrit dans l'Apocalypse. Mais quelqu'un pourrait objecter, vous pouvez encore utiliser de l'argent liquide. Vraiment? Pour combien de temps encore? L'argent liquide disparaît rapidement. De nombreux commerces au Royaume-Uni n'acceptent déjà plus que les paiements numériques. Les banques découragent activement l'utilisation d'espèces. Les gouvernements promeuvent des sociétés sans argent liquide sous prétexte de combattre le crime et l'évasion fiscale. Et même si vous pouviez utiliser de l'argent liquide, comment l'obtenez-vous si vous ne pouvez pas? Accédez à votre compte bancaire qui nécessite la Bridcard. Comment gagnez-vous de l'argent liquide si les employeurs nécessitent la Bridcard pour vous payer légalement? Le cercle se referme complètement. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque contient des informations identifiantes, soit le nom de la bête, l'antéchrist, soit le nombre associé à son nom. Cela signifie que la marque n'est pas seulement un mécanisme de contrôle, c'est aussi une déclaration d'allégeance. Prendre la marque ne consiste pas simplement à participer à un système économique, c'est déclarer votre loyauté à la bête, vous identifier comme lui appartenant. Et voici un détail qui a alarmé les observateurs prophétiques du monde entier. Chaque Bridcard est lié à un numéro d'identité nationale unique de 10 à 8 chiffres appelé NIN2, 18 chiffres. C'est 6 plus 6 plus 6. Maintenant, je sais que la numérologie peut être poussée trop loin, je sais que les gens peuvent trouver des patterns partout s'ils cherchent assez fort, mais ceci n'est pas obscur, ce n'est pas caché. Le numéro d'identité nationale est littéralement de 10 à 8 chiffres, et 10 à 8 est 3 fois 6. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Jean nous dit que comprendre cette prophétie nécessite sagesse, perspicacité, discernement spirituel. Pendant 2000 ans, les croyants ont essayé de calculer qui pourrait être l'antéchrist en utilisant la gématrie, cette pratique d'assigner des valeurs numériques aux lettres pour calculer dont le nom égale 666, Néron, César, divers papes, d'innombrables figures politiques à travers l'histoire. Mais voici ce que nous devons comprendre. Le nombre 666 n'est pas seulement un indice pour identifier l'antéchrist, c'est aussi lié au fonctionnement du système de la marque lui-même. Le nombre est connecté à la façon dont le système identifie, suit et contrôle les gens. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois être absolument clair sur quelque chose d'essentiel. Je ne dis pas que la Bridcard est la marque de la bête, permettez-moi de répéter cela avec emphase. Je ne dis pas que la Bridcard est la marque de la bête. La marque réelle de la bête sera implémentée par l'Antéchrist pendant la période de tribulation, probablement après l'enlèvement de l'Église, selon l'eschatologie chrétienne traditionnelle. Mais voici ce que j'ai dit et écoutez cela très attentivement. La Bridcard est l'infrastructure, c'est le système, c'est le cadre. C'est la maison qui est en train d'être construite maintenant avant que l'occupant final ne ménage. Pensez-y de cette façon. Si vous alliez construire une maison, vous commenceriez par les fondations, la charpente, l'infrastructure. Vous installeriez les câbles électriques, la plomberie, construiriez la structure, et puis à la toute fin, vous éménageriez et vivriez réellement là. C'est exactement ce que nous voyons avec la Bridcard. L'infrastructure est construite, le cadre est mis en place, le câblage est installé, le système est testé et implémenté. Et quand l'Antéchrist arrivera, il n'aura pas à construire ce système à partir de zéro, il existera déjà. Il devra simplement en prendre le contrôle, le rebaptiser et exiger l'allégeance à lui comme condition de participation. La maison est en construction en ce moment même. L'Antéchrist n'a simplement pas encore emménagé, mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose que j'ai découvert lors de mes recherches approfondies ces dernières semaines. Il y a une dimension de cette histoire que je n'ai pas encore partagée avec vous, une dimension qui connecte tous ces événements d'une manière véritablement extraordinaire. Souvenez-vous de cette superlune rouge du 20 et en octobre, eh bien, ce n'était pas le seul phénomène céleste inhabituel ce mois-là. Le 12 octobre 2025, 9 jours avant la superlune, il y a eu une éclipse solaire annulaire visible depuis certaines parties d'Amérique du Sud. J'étais au Chili, à ce moment-là, dans la région d'Atacama, ce désert qui abrite certains des observatoires les plus avancés du monde, en raison de son ciel exceptionnellement clair.
J'avais organisé une expédition avec des astronomes de l'Observatoire européen austral, des scientifiques sérieux, rationnels, pas du tout enclins aux interprétations mystiques. Et l'éclipse a formé un anneau d'effet parfait, ce que nous appelons un anneau d'effet en astronomie. Mais voici ce qui était extraordinaire. Au point de durée maximale dans la province de Santa Cruz en Argentine, cet anneau d'effet était visible pendant exactement 6 minutes et 6 secondes. 6 minutes, 6 secondes. Encore une fois, le nombre 6 apparaissant dans un contexte céleste. Le professeur Rodriguez, un astrophysicien argentin avec qui j'ai travaillé, a remarqué cette durée et a plaisanté nerveusement. Si nous ajoutons un autre 6, nous avons le nombre de l'Apocalypse. Nous avons ri, mais c'était un rire inconfortable, vous comprenez, ce rire qui masque une inquiétude sous-jacente. 2 jours plus tard, le 14 octobre, il y a eu une éclipse lunaire partielle visible depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale. J'avais des collègues qui l'observaient depuis différents endroits, et pendant cette éclipse lunaire partielle, la Lune a pris une teinte rougeâtre visible pendant environ 42 minutes à sa phase maximale. 42, ce nombre devrait résonner pour quiconque étudiait la prophétie biblique. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Exactement la durée de la grande tribulation selon l'eschatologie traditionnelle. Donc nous avons une éclipse solaire annulaire avec une durée de 6 minutes 6 secondes le 12 octobre, une éclipse lunaire partielle avec une phase rougeâtre de 42 minutes le 14 octobre, une superlune rouge visible mondialement le 20 et en octobre, et l'annonce de la Brit Card le 3 novembre. Tout dans l'espace de moins d'un mois. Tous des signes célestes inhabituels, suivis d'un développement prophétique significatif. Permettez-moi de vous raconter une rencontre que j'ai eue il y a une semaine à Jérusalem, parce qu'elle éclaire tout cela d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'étais dans la vieille ville, près du mur de lamentation, et j'ai rencontré un rabbin érudit, le rabbin Eliezer Goldberg, un homme dans ses 80 ans, qui a consacré sa vie entière à l'étude de la Torah et des textes prophétiques. Nous nous sommes assis dans son petit bureau rempli de livres anciens, et je lui ai expliqué tout ce que j'avais découvert. La Brit Card, les parallèles avec l'Apocalypse, les phénomènes célestes d'octobre. Il m'a écouté en silence, hochant la tête occasionnellement, ses yeux brillants d'intelligence perçante. Monsieur Benité, m'a-t-il dit finalement, dans un français impeccable qu'il avait appris pendant ses études à la Sorbonne dans les années 60, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Les prophéties ne sont pas des prédictions linéaires d'événements futurs fixes. Ce sont des aperçus, des possibilités, des trajectoires, des chemins que l'humanité peut emprunter en fonction de ses choix collectifs. Mais a-t-il continué en se penchant vers moi, quand vous voyez une convergence comme celle que vous décrivez, une confluence des signes célestes, des développements technologiques et des structures sociales qui correspondent aux textes anciens, alors vous assistez à ce que nous appelons en hébreu « Ich feta de Messicha », les talons du Messie, les derniers pas avant l'ère messianique. Ces paroles m'ont profondément troublé, parce qu'il ne parlait pas de fin du monde dans un sens apocalyptique effrayant, il parlait de transformation, de transition, de l'humanité approchant un seuil, un point de basculement entre deux ères. La question, a-t-il ajouté, n'est pas si ces systèmes vont être construits. Ils le seront, nous le voyons maintenant. La question est, comment l'humanité va-t-elle répondre? Avec peur et soumission, ou avec conscience et résistance éclairée? Cette conversation a changé ma perspective entière sur ce que j'ai recherché. J'ai réalisé que je ne documentais pas simplement le déploiement des systèmes de contrôle prophétisés, je témoignais d'un moment charnière dans l'évolution de la conscience humaine, un moment où chaque personne devra choisir entre la commodité et la liberté, entre la sécurité et l'autonomie, entre l'acceptation passive et la conscience active. Et c'est là que nous arrivons au cœur de ce qui me préoccupe vraiment, ce qui m'empêche de dormir la nuit. Ce n'est pas que la bricard existe, ce n'est pas que les systèmes de contrôle se mettent en place, c'est la facilité avec laquelle les gens semblent prêts à les accepter, à échanger leur liberté contre des promesses de sécurité et de commodité. J'ai passé les 3 derniers jours à interviewer des Britanniques ordinaires dans les rues de Londres sur leur réaction à l'annonce de la bricard. Les réponses étaient alarmantes dans leur uniformité. Si cela rend les choses plus faciles, pourquoi pas? Je n'ai rien à casser. Si cela nous protège du terrorisme et du crime, je suis pour. C'est l'avenir, il faut s'adapter. Personne ne posait les questions difficiles. Qui contrôle ces données? Comment seront-elles utilisées? Quelle protection existe contre les abus? Que se passe-t-il si un futur gouvernement autoritaire prend le pouvoir avec toute cette infrastructure de surveillance déjà en place? C'est ce qui me terrifiait le plus, honnêtement. Pas les systèmes eux-mêmes, mais notre acceptation collective de leur implémentation. Parce que les prophéties décrivent non seulement les systèmes de contrôle des derniers temps, elles décrivent aussi l'état d'esprit qui permet leur existence, cette capitulation psychologique, ce renoncement volontaire à l'autonomie au nom de la sécurité. Il y a un autre texte biblique qui devient terriblement pertinent ici. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Paix et sûreté, c'est exactement le langage marketing
utilisé pour vendre la brique carte. Banca plus sûre, voyage plus rapide, identification infalsifiable. Protégez-vous et protégez votre famille contre le vol d'identité. Simplifiez votre vie avec une identité sécurisée et pratique. Tranquillité d'esprit dans un monde numérique. Paix et sûreté. Exactement comme Paul l'a prédit il y a 2000 ans. Le mal emballé comme bien, l'esclavage vendu comme liberté, le contrôle commercialisé comme sécurité. Et maintenant, nous arrivons à la révélation finale, à ce que je vous ai promis. Au début, serait le plus choquant, le plus transformateur, parce qu'il y a une pièce supplémentaire de ce puzzle que vous devez connaître, une découverte que j'ai faite il y a seulement 4 jours et qui change complètement notre compréhension de ce qui se passe réellement. J'ai reçu un message crypté d'un scientifique, un physicien quantique, travaillant à l'université de Cambridge sur des projets classifiés liés au système biométrique de la brique carte. Appelons-le docteur Harrison pour protéger son identité, car ce qu'il m'a révélé pourrait lui coûter sa carrière, peut être même sa liberté. Nous nous sommes rencontrés dans un parc discret à l'extérieur de Londres, loin des caméras de surveillance omniprésentes. C'était une journée grise typiquement britannique, une bruine fine tombait, et nous marchions lentement pendant qu'il me parlait, sa voix à peine audible au-dessous du bruit de la circulation distante. Monsieur Benité a-t-il commencé, ses mains tremblant légèrement. Les scanners biométriques qui seront utilisés pour la brique carte ne sont pas simplement de la technologie standard de reconnaissance faciale et d'empreinte digitale. Ils incorporent quelque chose appelé résonance bioénergétique quantique. Essentiellement, ils cartographient non seulement votre apparence physique, mais votre signature énergétique unique, ce que certains pourraient appeler votre champ aurique ou votre fréquence vibratoire personnelle. Je l'ai regardé avec incrédulité. Et pourquoi est-ce significatif? Parce que, a-t-il continué, regardant autour de nous nerveusement, au niveau quantique, cela signifie que le système ne vous identifie pas seulement physiquement. Il vous identifie au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, si vous voulez. Et voici ce qui est vraiment perturbant. Les données de cette résonance bioénergétique peuvent théoriquement être utilisées pour influencer, pour modifier, pour manipuler l'état de conscience d'une personne à travers des fréquences électromagnétiques spécifiques, contrôle mental. C'est ce qu'il décrivait, contrôle littéral de la conscience humaine à travers la technologie biométrique quantique. Et soudainement, j'ai compris pourquoi la marque de la bête n'est pas simplement un système de contrôle économique dans les prophéties bibliques, c'est un système de contrôle spirituel, un système qui sépare littéralement les gens de leur connexion avec le divin, de leur libre arbitre, de leur capacité de choisir. Et cette révélation m'a bouleversé pendant des jours, littéralement pendant des jours, parce que cela explique quelque chose qui a toujours troublé les théologiens. Pourquoi prendre la marque de la bête résultait la damnation éternelle dans les livres de l'Apocalypse? Pourquoi n'y a-t-il aucune possibilité de repentance? Pourquoi est-ce un point de non-retour spirituel? Maintenant, je comprends. Ce n'est pas parce que Dieu rejette ces personnes, c'est parce que la marque elle-même altère fondamentalement leur capacité de percevoir et de se connecter avec le divin. Une fois que cette résonance bioénergétique a été modifiée, le chemin du retour est fermé, non pas par jugement divin, mais par altération technologique de la conscience elle-même. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la ponte. Fureur de Dieu, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pas de repos ni jour ni nuit, une séparation permanente de la paix divine, parce que la connexion même qui permet cette paix a été technologiquement coupée. Mais écoutez-moi attentivement maintenant, parce que voici la partie vraiment importante, la partie qui transforme tout ce récit de terreur en opportunité de transformation. Nous voyons l'infrastructure, nous voyons les signes, nous voyons la préparation, mais nous ne sommes pas encore dans la période de tribulation. L'Antéchrist n'a pas été révélé, la marque réelle de la bête n'a pas été implémentée. Il y a encore du temps, il y a encore de l'opportunité, il y a encore de l'espoir, et c'est la révélation finale, la vérité transformatrice que je veux que vous compreniez. Tous ces signes, tous ces systèmes, toute cette convergence prophétique, ce n'est pas pour nous effrayer vers le désespoir, c'est pour nous éveiller vers la préparation spirituelle. C'est pour nous rappeler que ce monde n'est pas notre demeure finale. C'est pour nous propulser vers une relation plus profonde, plus authentique, plus transformatrice avec le divin. Parce que voici ce que j'ai appris après 50 ans à enquêter sur le mystère dans plus de 100 pays, après avoir écrit 60 livres, essayant de comprendre l'incompréhensible. Le divin avertit toujours avant d'agir. Les signes précèdent toujours les événements. La miséricorde offre toujours l'opportunité de réponse avant le jugement. Cette super lune rouge sur Mexico, sur Madrid, sur Buenos Aires, ce n'était pas seulement un phénomène astronomique, c'était un avertissement cosmique, un cri de l'univers disant « Faites attention, réveillez-vous, préparez-vous ». L'annonce de la brique carte n'est pas la fin, c'est un signe du chemin vers la fin, et une indication claire que l'horloge prophétique avance, que le temps change, que quelque chose de monumentalement important approche. Mais que devons-nous faire avec cette information? Paniquer? Non. Nous retirer du monde? Non. Désespérer? Absolument pas. Ce que nous devons faire, ce que je vous implore de faire, c'est ceci. Éveillez-vous spirituellement. Renforcez
votre connexion avec le divin, quelle que soit votre tradition, votre chemin, votre compréhension du sacré. Développer le discernement, la capacité de voir au-delà des narratives officielles, de questionner, d'investiguer, de penser de manière critique. Construisez la communauté, parce que dans les temps difficiles qui viennent, nous aurons besoin les uns des autres, nous aurons besoin des réseaux de soutien, nous aurons besoin de solidarité humaine authentique. Et par-dessous tout, maintenez l'espoir. Parce que voici la vérité ultime, la vérité qui transcende toutes les prophéties, tous les systèmes de contrôle, tous les plans de domination. L'amour est plus fort que la peur, la lumière est plus puissante que l'obscurité, et le divin n'abandonne jamais, jamais ceux qui le cherchent sincèrement. J'ai vu trop dans ma vie, j'ai enquêté sur trop de mystères, j'ai documenté trop d'anomalies pour douter qu'il y a quelque chose de plus grand que nous guidant ces processus cosmiques. Et cette présence plus grande, cet amour plus profond, cette intelligence plus vaste ne nous laissera jamais seuls dans l'obscurité. Donc oui, la bride-carte est réelle, les parallèles prophétiques sont indéniables, les signes célestes sont extraordinaires, la convergence est effrayante. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'éveil. C'est l'appel à la transformation, c'est l'invitation à nous élever, à transcender, à devenir ce que nous avons toujours été destinés à être, des êtres conscients, libres, connectés au divin, capables de choisir l'amour plutôt que la peur même face à des systèmes conçus pour nous contrôler. Et c'est cela la révélation finale que vous deviez entendre. Non pas que la fin est proche, mais que l'éveil a déjà commencé et chacun de nous a un rôle à jouer dans ce qui vient. Le Royaume-Uni vient de faire quelque chose qui se trouve dans la Bible, oui. Mais nous avons la capacité de répondre de manière qui se trouve aussi dans la Bible, en maintenant la foi, en résistant à l'obscurité, en étant lumière au milieu des ténèbres. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Les prophéties montrent des possibilités, pas des inévitabilités absolues. Et dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos choix quotidiens, réside le pouvoir de co-créer un monde où l'amour triomphe, où la liberté prévaut, où le divin se manifeste à travers nous. C'est mon espoir, c'est ma prière. Et après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai enquêté, tout ce que je sais, je continue de croire. Je crois fermement que cet espoir est justifié, que cette foi est fondée, que cet avenir est possible si nous choisissons de le créer ensemble.